Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux et merci d'écouter RFM. Les invités à notre émission aujourd'hui, le ministre de la Défense Hervé Denis qui fera le point sur la remobilisation des forces armées d'Haïti. Notre deuxième invité, le colonel Himmler Rébu qui sera interrogé sur la question de la remobilisation de l'armée. Il commentera aussi l'actualité politique. Et puis notre troisième invité, Madame Savannah Savary, qui nous présentera son ouvrage et un pour titre Miel et Rapadou, nouvelle historico-érotique. Encore une fois, bienvenue à l'émission Enjeux. Pi bon mag, pi bon prix, depuis ça ouvre ses outils. Pi bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Pi bon service, pi bon accueil, pour tout le monde cap construit. Architecte, ingénieur, compte mettre boss, designer, soit mettre caille. Écoute pour gain tout son besoin pour construire j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils, bons outils. Bon ma qualité supérieure, bon prix. Si ranger beau construction, belle finition. Éco-dépôt pour job la bien faite, pour caille fait. Éco-dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Alors, comme annoncé, le ministre de la Défense, Hervé Denis, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler justement de la question de la remobilisation des forces armées, en tout cas cette force de sécurité et de défense. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir et Rothschild et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de votre chaîne. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire qu'on progresse maintenant? Bon, depuis qu'on est arrivé, nous pouvons dire que le dossier avance. Même avant mon arrivée, parce que vous savez qu'on a eu un long processus, d'abord avec le livre blanc et par la suite, et au moment de l'installation de ce nouveau gouvernement avec la feuille de route. Et aussitôt nous nous sommes mis au travail et petit à petit nous avançons dans le dossier. Alors on sait qu'il y avait un problème de budget. Alors dans le projet de budget déposé par le gouvernement, le ministère de la Défense y figure. Est-ce qu'on peut avoir une idée du montant qui est prévu pour vous, si c'est accepté bien sûr par les parlementaires? En matière de budget, on manque toujours d'argent. C'est une constante dans un pays où justement les ressources financières se font rares. Évidemment, dans ce budget, il y a eu un léger accroissement du budget alloué à la défense, mais nous avions proposé davantage, mais nous sommes solidaires de l'action gouvernementale en ce sens et nous ferons avec ce qu'on nous donne. Maintenant, quel est le montant qui est alloué? Nous attendons le verdict final du Parlement, mais dans le temps, c'était aux alentours de 500 millions, un peu plus que 500 millions. Est-ce que nous qui appelle au câble Sébastien sénateur avec député pour quitter montant ça ou bien mettez sous lit? Bon, normalement, il y l'analyser en fonction en très bon accord avec le gouvernement. Et puis là, on attend. Bon, évidemment, nous avons souhaité davantage, mais comme une fois, le gouvernement est un tout, tout est prioritaire, donc il faut que nous gardions pour nous et nous en accord avec le gouvernement et nous sommes solidaires de cette démarche-là. Alors, monsieur le ministre Hervé Denis, alors techniquement, comment ça marche, je dis, en ce qui concerne justement la mise sur pied de cette force de défense et de sécurité? Bon, et la mise sur pied de cette force de défense et de sécurité, c'est d'abord reprendre certaines structures et commencer par le commencement, c'est-à-dire avoir une structure hiérarchique de commandement et faire des recrutements et ensuite présenter au Parlement
et la loi, ben, il vous donne un peu dans le désordre, un peu, et que tout soit structuré et qu'on avance petit à petit. Maintenant, nous t'ai proposé une quantité de monde. Idéalement, nous t'avons souhaité que Força gagne 2500 à 5000 membres parce que en bout de ligne, nous voulons aussi, nous avons un mandat pour nous mettre service civique mix obligatoire, SCMO, et pour nous mettre le sous pied aussi. Donc, c'est un service que nous tenons beaucoup à lui-même et qui va venir en appui à la force de défense. Maintenant, cette force de défense, son force qui est par l'orienter beaucoup plus vers des questions de service de défense et de sécurité au service du développement. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à ce constat que nous pas un type de ennemi traditionnel qui peut venir attaquer pays. Ce genre de conflit de plus en plus tend à être laissé au niveau de dialogue international. Donc, ça nous le fait avec Force de défense maintenant, c'est que Força vient nous complément au développement. Dans ce sens que, on a un corps de génie, on a un corps médical, on a pourquoi pas des agronomes qui peuvent accompagner et qui accompagner les paysans, on a une capacité en accompagnement avec le ministère de l'Environnement pour le reboisement. Donc, et évidemment, l'autre fonction traditionnelle telles que lutte contre le terrorisme, lutte contre la contrebande, protection des frontières et tout ça. Donc c'est ça un peu la nouvelle vision de cette force de défense et de sécurité. C'est pas, Jean-Mouni a parlé tout le temps à travers le retour de l'armée, mais c'est une force qui est différente en fonction des réalités nouvelles que nous confrontons. Le ministre Hervé Denis, concernant le recrutement, qui leur a commencé, combien de monde a commencé, et puis en ce qui concerne cet état-major, côté de quoi puiser Mounsa pour faire partie, constituer cet état-major? Très bonne question. Le recrutement va commencer, nous avons nous fait paraître d'ailleurs, il a commencé du 17 au 21 juillet. Et nous avons un centre qui est à Gressier, et tout près de Gressier, sorti de Gressier vers Léogane. Et c'est là que nous annonçons à Vio. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième, dans lui-même, il y a des critères qui sont imposés à tous ceux-là, aux postulants, et on va être très rigoureux sur ces critères-là. Et de même que par la suite, nous avons une question de vetting aussi, que nous obligés de faire pour nous. Maintenant, quelle est la quantité? Idéalement, on avait proposé dans la première vague 500 hommes et femmes. Oui, mais je pense que cette quantité devrait être revue un peu à la baisse. Mais il faut dire aussi que nous déjà avons un corps embryonnaire. Ce sont les ingénieurs et techniciens militaires qui ont été formés en Équateur. Programme qui d'ailleurs continue à suivre parce que nous avons 3 actuellement officiers qui sont en formation en Équateur. Nous pouvons avoir 17 soldats. Donc, le programme ça, il y a un ancien SAO qui constitue un embryon. Et ensuite, on continue au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que M. Équateur a intégré directement Força? Ah, bien sûr, il a besoin, il a partie prenante de lui-même. Évidemment, on a mis à niveau quoi le fait et puis ensuite, ils sont partis de la force. D'ailleurs, c'est une orientation même de sa force là douillée. C'est-à-dire, M. Équateur, ce sont des opérateurs de machines, ce sont des techniciens, ce sont des ingénieurs. Donc, mais quand même, il y a un maniement des armes, quoi. Bon, oui, il faut une base militaire là quand même, il faut gagner, même pour les jeunes que nous sommes capables de former, il faut au minimum, mais quand même, l'orientation est définitivement vers le développement comme partenaire du développement. Donc, ça veut dire que là, nous finissons recruter, nous allons faire vetting, on dit qu'est-ce qu'on fait vetting là? Et nous avons mis des structures au sein du ministère, donc pas de trop rentrer dans le détail là, mais on va certainement, mais c'est un processus qui sera scrupuleusement suivi. Alors, là, nous finissons d'accepter jeunes Sao. Combien de temps de formation Dieu, monsieur le ministre? Un soldat, actuellement, recrutement, c'est surtout soldat là et on peut former dans l'espace de 6 mois et un soldat vraiment pour bien former. Maintenant, idéalement, il faut nous capables un peu plus loin, arriver créer une école pour les enrôlés, les soldats, et aussi une académie, par exemple, pour les officiers. Pour le moment, bon, c'est à l'extérieur qu'il y a la formation, mais qu'on y a, idéalement, il faut nous arriver dans ça.
Alors, concernant l'état-major, comment vous allez constituer cet état-major? Parce qu'on ne peut pas avoir une armée sans état-major. Idéalement, actuellement, on a pensé peut-être avoir une commission et qui est constituée justement d'experts en la matière, qui est capable de faire nous des propositions pour la constitution de cet état-major. Nous voulons aller de manière prudente, mais de manière sûre aussi. Voyez? Et là encore, les processus de vetting seront obligatoires. Elles sont pas capables de puiser peut-être d'anciens militaires pour faire partie de cet état-major? Ou pas gain le choix, ou pas gain le choix parce que quand on va besoin de l'autre sinon. Voyez, donc on ne peut pas créer ex abrupto et au état-major, c'est comme des gens de métier, des gens de l'art. Donc maintenant, c'est pour cette raison me parler de vetting là. Donc il faut nous capables de gagner des gens qui ont la capacité et qui n'ont pas été mêlés dans aucune chose délictueuse ou autre et qui ont une bonne réputation et qui ont la capacité intellectuelle de pouvoir mener à bien ce travail. Donc définitivement, on a fini la donne. Il faut, même si que l'institution, on a des choses à dire, mais c'est pas tout le monde qui était là-dedans, qui était mêlé dans toute mauvaise affaire. Pour ça, au moins, nous avons le sens de la justice, quoi. Alors, est-ce que nos plans de match et au niveau du gouvernement, nous prévoit, en période, côté nous pourrons présenter cette force de sécurité et de défense à la nation, après une sorte de lancement de cette force de défense et de sécurité? Est-ce que nous fixons peut-être non délai? Bon, en ce qui me concerne, force à lancer déjà, parce que depuis que nous avons publié le livre blanc, qui est un document, je dirais, la doctrine même de force là, c'est pour moi, maintenant ce sont des étapes. Effectivement, une étape physique, par exemple, et nous rentrons en plein dans la phase maintenant d'exécution de ce plan. Et avec commencement, avec recrutement, avec et plus tard l'instauration d'une commission, ultimement avec un commandement. Voyez? Donc, vraiment, évidemment, à chaque étape, et le public sera informé. Et même, on a souhaité même que nous gagnions des types d'ateliers. Comme nous avons fait d'ailleurs, nous avons fait le livre blanc. Nous avons fait des ateliers côté différents segments de la population, tu chita avec nous, nous avons fait feedback, et c'est eux-mêmes qui étaient constitués base et livre blanc. Donc, vous pensez que cette force pourrait être présentée à la nation dans 6 mois, dans 7 mois, dans 1 an? Oh, ben, j'ai une surprise peut-être pour vous, mais je ne veux pas aller trop loin, mais vous pouvez avoir des nouvelles très bientôt. Très bientôt. Oui, oui. Donc, on a présenté force là. Bon, on a présenté ça, mais au moins, mais c'est un processus constant d'information que nous avons maintenu, comme je fait maintenant avec vous. Et il faut me dire que cette semaine, ça ne dérougit pas moins que une grande attente de la population. Et il faut l'avouer aussi, certaines inquiétudes de certains secteurs. Même moi, je peux leur dire, écoutez, nous vivons en pleine démocratie et nous sommes là pour renforcer la démocratie. Et les institutions qui sont créées sont des institutions d'appui à la démocratie. Nous pourrons parler de ça tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les bases, et d'abord commencer avec combien de bases, et puis nous connaissons que les tractations qui étaient en cours avec la MINUSTA pour essayer de récupérer certaines bases. Est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'il y a des décisions qui ont déjà été prises, monsieur le ministre? Très bien. Actuellement, nous possédons 2 bases. La base de Gressier et la base de Petite Rivière de l'Artibonite. Évidemment, les bases sont laissées... Et à mesure que les troupes de la MINUSTA ont démobilisé, les bases sont laissées et maintenant, c'est au gouvernement de pouvoir voir entre la police et la force de défense et de sécurité quelle est maintenant la répartition qu'on pourrait en faire. Et aussi en fonction de côté nous aller nous-mêmes plus concentration et plus intérêt. Par exemple, il y a certaines bases sur la frontière qui nous intéressent parce que c'est une mandat nous. Ok, donc nous déjà demandé au gouvernement pour arbitrer un peu cet aspect de la question pour que nous gagnions. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fera des recrutements, on aura besoin de place pour mettre nos recrutés, nos enrôlés. Donc ça, définitivement, c'est un point qui sera résolu et qui sera laissé à la discrétion des autorités haïtiennes. Et la question des armes, nous connaissons que, parfois qu'on a des problèmes pour jeunes armes, etc. Est-ce que il y a des jeunes armes pour soldats ça? Cher, même premières armes, c'est pelle à piquoirie. Et puis ensuite, c'est tracteur, c'est machine agricole. Donc, et puis quand ça viendra, pour le reste, faut nous venir. Mais priorité, moi,
Et d'ailleurs, pour qu'on y a même, avec embryon nous gagnons là, c'est Bacolo de nous gagner, nous-mêmes prêter la caravane des équipements de ce ordre-là. Donc ce sont ces armes-là qui sont les nouvelles armes de la force de défense et de sécurité. Mais quand même, vous êtes une armée. Bien sûr, oui, tout à fait. Il faut être honnête. Et son force de défense qui doit gagner les équipements qui vont avec. Mais c'est pas question de gros équipements, de bail. Non, c'est on n'a pas gagné, mais m'abdou sincèrement, pour le moment, nous sommes beaucoup plus préoccupés par les questions d'équipement, beaucoup plus que pour pouvoir répondre, par exemple, à une catastrophe naturelle. Si toutefois demain on cyclone arrivé. C'est ça notre préoccupation majeure actuellement. Comment, par exemple, encadrer la population dans des cas de vaccination, dans des cas de, comment voir si on peut encadrer des paysans pour le reboisement, c'est ça qui préoccupation nous et nous besoin ces armes pour nous capables de mener ce combat-là. Alors concernant les moyens, donc on parlait d'un budget qui déposait le Parlement, et est-ce que c'est suffisant quand même? Donc si nous force vraiment faut acheter de nouveaux équipements, comment ça va se faire? Est-ce que nous avons une idée? Très juste. Et évidemment, nous avons un processus qui est échelonné pendant le quinquennat du gouvernement Moïse Lafontaine. Évidemment, et ça va au-delà même. Maintenant, nous proposer chaque année qu'il y ait des recrutements en fonction des disponibilités budgétaires. Donc, on verra maintenant, mais le commencement a déjà lieu, les débuts ont lieu avec ces recrutements. Alors, nous voyons que vraiment nous prioriser aspect comme c'est encadrement en population, etc., mais aspect défense, aspect sécurité. Et qui rôle que nous parlons jouer avec la police nationale? Comment qui relation qui parle entre cette force de défense de sécurité et la police nationale? Bon, écoutez, les deux institutions, chaque rôle, la police c'est un rôle de défense civile et urbaine, même si qu'on est en absence d'une autre institution, l'est obligé un peu étaler un peu partout. Mais normalement, dans tous les pays, chacune de ces institutions a une compétence, a un rôle. Maintenant, la force de défense, c'est pas qui n'a qu'à vous comprenez? C'est cette innovation-là. Et il faudra exister, il faudra avoir cette cohabitation qui va avoir lieu. Nous pas là pour nous faire travailler la police, vous comprenez? Et nous, un travail, nous allons le faire. Mais quand même, c'est un pépin. Donc, partout dans le monde, c'est l'armée qui supplée la police. Ah non, c'est sur demande maintenant, dans les cas de crise grave, nationale, tout ça. Et on peut faire appel à la force de défense, maintenant, en support à la police. Mais je crois qu'actuellement, la police est encore mieux équipée que ce que nous aurons comme force de défense. Et donc, nous sommes pour, justement, ce renforcement de la police pour qu'on ait à nous occuper beaucoup plus des tâches de développement. Monsieur le ministre, il y a des gens dans la population, des gens connus qui disent que, bon, t'as pas une force qui pas vraiment force l'armée, il vaut mieux qu'une pas une force du tout, qui soit capable de répondre à ça, qui pas content, qui pense que vraiment nous n'avons pas une réelle force armée, je dis, en Haïti. Mais nous avons une force. Nous avons une force, mais de gens nouveaux. Nous avons une force qui est Costa Rica, qui est en pile pays actuellement. Nous faisons un livre blanc qui lui-même est de la génération 5 des livres blancs. C'est-à-dire que c'est un livre qui est orienté, qui a lié maintenant ses forces de défense avec développement. Nous avons une force. C'est important que nous ayons une force. C'est important que la souveraineté nationale se repose sur des forces à qui compètent. Vous voyez, le droit de protéger la souveraineté nationale. C'est normal que la lutte, pour la protection des fonds marins, c'est des forces de sécurité et de défense qui fait. C'est normal. Donc, et puis, il y a l'autre argument aussi que tout le temps, on n'a pas avancé, qu'on ne nous pas gagner comme. Mais pas oublier nos pays qui ont structure Haïti. Côté chargé avec chômage. Les engagés 500 hommes ou femmes, on crée 500 emplois. Donc, on soit tout le monde dans conditions précaires que nous avons en sécurité. En plus que la BDPI. Donc, argument qui toujours abdou que, vous comprenez, économiquement, il coûte cher. Mais moi-même, c'est plutôt un investissement dans le pays, sur l'avenir du pays. Et je donne quand même une discipline à des jeunes, et je me bats un sens dans la responsabilité politique et sociale. Mais quand même, si nous voulons lutter contre la contrebande et tout bien soit parlé, monsieur le ministre, faut que soldats soient capables en mesure de répondre, parce que nous connaissons que parfois en face là, il y a plus grosses armes que la police, que militaires. Mais c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que vous avez dans ces institutions ce qu'on appelle les corps de métier. C'est-à-dire, moun qui
défendre au niveau de la frontière, il faut que l'équiper. Et vous avez tout à fait raison, et je suis d'accord avec vous. Mais il n'est pas de même pour un ingénieur, voyez, il n'est pas de même pour un médecin. Donc il aura des rudiments d'informations sur le maniement, mais ces armes, ce sera le scalpel, autre chose pour un médecin. Ce sera peut-être un tracteur pour un opérateur de machine. Mais il a gagné un rudiment, définitivement. Ministre Hervé Denis, semaine ça quand même il y a plusieurs monde qui écrit sur blog, etc., qui dit que bon, au retour de l'armée, c'est retour à la criminalité, etc. Qui sont capables de répondre à ça, monsieur le ministre? Moi, je crois que, bon, quoi que nous ne pas retourner à l'armée, nous retourner avec une institution nouvelle, qu'on appelle la Force de défense et de sécurité. Même quoi, quand bien même que tu as parlé de l'armée, l'histoire est là. Peut-être la criminalité était moins pire que ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est aveugle. Avant, peut-être, elle était dirigée par peut-être ceux qui accaparaient le pouvoir et qui l'utilisaient à leur fin personnelle. Mais je crois que ça... Mais pour cela, nous sommes d'accord, nous ne sommes pas fiers de ce qui a été fait par cette institution. C'est pour cette raison que nous prenons toutes les précautions pour ne pas tomber dans le même piège du passé. Et qui sont capables de dire, Mounto, qui concerne l'indépendance exécutive par rapport à cette armée? Alors, comment ça va se faire? Non, parce que la Constitution, ce n'est pas le président qui est le commandant-chef, c'est le ministre de la Défense. Évidemment, bon, ceux qui l'ont créé, mais qui nomment le ministre de la Défense, c'est le président, le Parlement et autres, et l'accord des jeux politiques. Donc, mais en principe, non, il n'y aura pas d'utilisation ou d'instrumentalisation de l'institution par le chef de l'État. Moi, je peux vous dire que le chef de l'État n'a pas passé aucune instruction, autre que moi-même, que de mener mon dossier. Et puis, j'en fais rapport au Conseil. Donc, jusqu'à présent, ça. Donc, il n'y a aucune tentative de récupération, d'instrumentalisation de cette nouvelle force? Je vais vous dire, moi, je crois sincèrement que Haïti avance vers la démocratie. À petits pas, mais nous avançons. Et qu'il faut que nous commencions à mettre dans la tête, ou notre façon de penser nos institutions. Moi, je suis très confiant que au monde qui va chercher, utiliser, que ce soit la police, que ce soit la nouvelle force de défense, à des fins personnels, vous allez trouver une réponse au niveau national et international à la dimension de votre forfaiture. Alors pour terminer, nous connaissons que parfois il y a une réticence au niveau de la communauté internationale. On a parlé à plusieurs ambassadeurs, on dit que bon, ça c'est décision Haïti pour faire force, mais nous-mêmes nous avons préféré que renforcer la police nationale là au lieu qu'à l'antenne de l'armée, je dis. Qui sont capables de dire secteur communauté internationale là, qui un peu sceptique, qui a des préoccupations concernant cette affaire de retour, en tout cas la constitution de cette force de sécurité et de défense, ministre Hervé Denis. Bon, c'est comme ça, je suis capable de dire Haïti a connu presque 13 ans avec la MINUSTAH de relative stabilité. Et pourquoi? Parce que la MINUSTAH avait une composante militaire. Donc, et c'est un acquis que nous gagnons. Et aujourd'hui que la MINUSTAH s'en va, tout le monde a été interpellé. Nous en premier. Il y a un vide qui va être laissé. Donc, et si la MINUSTAH est venue à apporter cette stabilisation, ça veut dire qu'il faut des instruments, des institutions pour supporter cette stabilisation. C'est ça le rôle des institutions. Donc, de dire qu'on n'a pas besoin d'une institution vis-à-vis d'un autre, mais tous ces pays, ils ont aussi une force de défense. Alors, il y a deux mondes ou quoi? Ça n'a pas de sens. Et si on veut, si la MINUSTAH a apporté, n'est-ce pas, ces éléments de stabilité dans le pays, c'est parce que nous croyons que le travail de la MINUSTAH a été un bon travail et que nous voulons justement le continuer. Donc ça veut dire qu'il faut croire que la stabilisation peut être assise aussi sur des bases solides et institutionnelles. C'est ça que je crois qui est important. Cette institution doit être une institution de démocratie. Alors, merci beaucoup, monsieur le ministre de la Défense, Hervé Denis, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de la sortie prochaine de cette force de sécurité et de défense. Merci beaucoup. Merci et à votre disposition. Et je dis souvent aux gens, nous devons la faire ensemble, cette là. C'est pas la force d'Hervé Denis, c'est la force du pays. Okay, merci. Alors, comme annoncé, le colonel Himmler Rébu est l'un des invités à notre émission. On va parler de la question de l'armée et aussi commenter l'actualité politique. Himmler Rébu, bonsoir.
Bonsoir Rothschild, merci pour l'invitation et nous profitons pour nous saluer tout le monde qui a écouté nous. Alors, Imler Rebu, on va commencer tout d'abord avec la question de l'armée. On voit que ça bouge du côté du ministère de la Défense. On a annoncé le recrutement bientôt. Donc, on peut dire que ça sera effectif. Ça sera effectif bientôt, l'armée, cette force de sécurité et de défense, comme on l'appelle au niveau du gouvernement. Bon, j'ai entendu le ministre de la Défense faire certaines confirmations. Et je ne suis pas personnellement rassuré à partir de ce que je l'ai entendu dire. Ça m'avait profondément inquiété et j'ai entrepris des démarches pour faire savoir aux responsables de l'État au plus haut niveau que je crois qu'on est à l'intérieur d'une mauvaise stratégie. J'ai mon idée sur la question. Mon idée n'est pas forcément l'idée. Mais je crois aussi que les décideurs se sont trompés sur beaucoup de choses essentielles. Et c'est pourquoi j'ai demandé publiquement qu'il y ait une contre-expertise sur la conception, même avant l'implémentation. Car c'est un dossier tellement important pour la nation, un dossier sur lequel Haïti a tellement d'obstacles sur son chemin pour le réaliser, que courir le risque de le réaliser à l'intérieur d'une conception stratégique erronée serait une situation fatale. Il faut éviter ça. Et j'ai publiquement demandé, et j'ai parlé à certaines autorités, notamment au niveau du Parlement, qu'il y ait une contre-expertise. C'est pas pour bloquer la réalisation du projet, mais ce que j'ai entendu dire le ministre sur la question m'a inquiété sur plusieurs aspects. C'est un dossier tellement délicat et tellement important pour la nation qu'on doit savoir que la communication autour de ce dossier, c'est un sujet d'une extrême importance. C'est un dossier à la fois technique et politique, qui est d'abord politique avant d'être technique. Donc, il y a, et en matière de communication, c'est pas le meilleur architecte, le meilleur ingénieur qui puisse nécessairement vendre le produit qu'il conçoit. Et il y a plein de corps de métier qui doivent intervenir dans la réalisation d'un projet. Le meilleur technicien qui peut concevoir le projet peut ne pas pouvoir l'expliquer pour que ça passe au niveau du grand public. Or, c'est un sujet qui a d'abord une consommation locale. Et c'est cette bonne compréhension au niveau de la consommation locale qui va permettre au gouvernement d'avoir le backup suffisant pour pouvoir l'imposer à l'international, qui est déjà dans une position de refus, voire même de blocage. Et c'est certain, nous savons que c'est pas toujours que l'international fait des déclarations publiques sur des sujets liés à Haïti et que nous prenions le chemin contraire à leurs déclarations et qu'ils se soient enferrés dans leur option initiale. Assez souvent, ils nous rejoignent. Mais il faut aussi que nous posons le dossier sur le plan technique, sur le plan politique, de manière très claire, que la population, se l'appropriant, devienne un bouclier contre les poussées éventuelles de l'international. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse, Imler Rebu? Prendre une pause, redémarrer, quoi faire aujourd'hui? Parce que c'est lancé, la machine est lancée. Bon, si la machine est lancée, telle qu'elle est lancée, il faut la stopper tout de suite. Telle qu'elle est lancée. Si ce que j'ai entendu dire, c'est vraiment le concept, il faut la stopper tout de suite. Et c'est pourquoi je demande une contre-expertise. Qu'on ait une réunion avec les gens qui ont conçu le projet, avec d'autres techniciens qui ont la capacité, tant technique que politique, d'émettre une opinion. Et quand ces gens-là auront vu que les gens qui ont des appréhensions, auront vu qu'ils se sont trompés sur le plan politique, sur le plan technique, eh ben, go. Cela ne veut pas dire que ceux-là qui ont des appréhensions
ont forcément raison. Mais ce que je demande au président de la République et ce que je demande au Sénat de la République, c'est d'avoir 2 équipes, les équipes qui ont travaillé sur le dossier, et une personne comme moi, d'autres personnes comme moi, qui pensent que nous allons avec ce dossier sur un mur. Donnez-nous la possibilité de voir le dossier, d'émettre nos opinions. J'aurais pu souligner beaucoup de points qui me paraissent anormaux et dangereux. Mais même si je ne suis pas dans une position, dans une fonction au niveau de l'État, j'ai une responsabilité envers ce pays de dire ce que je crois être la vérité. Et je crois que cette opportunité que je demande devrait m'être accordée. Car il y a beaucoup de gens qui ont une très bonne formation militaire. C'est ce matin que j'ai reçu un coup de fil qui m'a rassuré par rapport à certaines personnes qui auraient travaillé sur le dossier, que je sais être des gens qualifiés, mais qui peuvent ne pas être forcément des politiques. Parce que moi, je suis rentré en politique justement à cause de l'infiltration qui a été faite à l'intérieur de l'armée, à cause de toutes les tribulations que j'ai subies pour dire à mes supérieurs hiérarchiques, on va vers une destruction de l'armée. Et de bonne foi, ils n'ont pas vu pour arrêter la machine à temps, et on a abouti à ce à quoi on a abouti. Je n'aurais pas aimé comme citoyen refaire cette expérience refaire cette expérience dans ma vie. Donc, selon vous, il y a un risque. Cet appareil qui est lancé, l'appareil pourrait connaître un crash si on ne remet pas les pendules à l'heure. Tel que j'ai entendu dire par le ministre, le crash n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Malheureusement, je ne peux pas publiquement, par rapport à mon sens de responsabilité au niveau de l'État, dire publiquement les raisons de mes inquiétudes. C'est une question qui peut être discutée au cours d'une réunion avec les techniciens, avec les responsables de l'État pour leur dire voilà ce que je crois. Alors, ce qu'on voit aussi, Himmler Rebu, je viens d'interviewer le ministre de la Défense, Hervé Denis. Donc, on met l'accent beaucoup plus sur la question de la protection de l'environnement, etc., protection de la frontière. Et est-ce que vous pensez que c'est là qu'on devrait aller avec une armée? Parce que l'opinion publique est divisée sur la question. C'est une approche communicationnelle qui est mauvaise. Ça passe comme une pilule qu'on est en train de dorer pour la faire passer. Moi, je vous dis que la communication autour du dossier est mauvaise. Parce que plus on communique sur le dossier, c'est plus on se pose des questions. Ça laisse l'impression de gens qui sont déterminés, qui sont armés d'une volonté de faire quelque chose qu'ils savent être bien, mais qui savent aussi qu'il y a des questions sous-jacentes au niveau de la société qu'on devrait avoir la conscience claire qu'on ne peut pas contourner. Bien sûr que toutes les armées au monde peuvent être utilisées par les nations concernées en cas de désastre. L'armée est faite pour ça. Mais on ne peut pas dire qu'on fait une armée pour ça. C'est pas la particularité. Voilà. C'est l'exception, c'est pas la règle, c'est pas le vécu au quotidien du soldat. Je ne suis pas capable de faire l'armée, je faire la cachette ou me cacher des mots. D'ailleurs, tout le monde a constaté qu'il y a une nécessité d'avoir les forces armées d'Haïti sur pied. Je ne pense pas que ce soit un sujet aujourd'hui discutable. La question est le comment et la question aussi qu'on ne peut pas évacuer. C'est la suspicion qu'il y a autour de ce dossier, que ce serait un corps affecté à une tendance politique, à une structure politique. On ne peut pas ignorer cette question. On ne peut pas l'évacuer. Maintenant, quelle est la stratégie à mettre en place? Moi, on me demanderait mon opinion aujourd'hui. Je dirais que les premiers éléments de recrutement devraient aller à des structures qui vont, dans les 3 mois, rendre un service réel à la population. J'ai entendu parler de soldats. Oui, il faut des soldats et des officiers, mais pas dans la ligne de ce que j'ai entendu dire qu'on va recruter. C'est pas encore le moment. Ça devrait venir, pour moi, à une deuxième vague. Parce que, il y a un petit proverbe qui dit, j'en frappe porte carré au monde. Ces gens, les ouvrent porte là, le recevoir. Je ne peux pas dire plus, malheureusement. J'attends d'avoir l'occasion, l'heure et le lieu pour le dire. Et comme j'ai envoyé une note à certains amis proches au niveau du gouvernement, au niveau de l'État,
je leur ai dit de manière très claire que tant que j'aurai une conviction que cela va aller dans le mur, c'est un projet que je vais combattre. Et je vais le combattre avec les arguments qu'il faut, avec l'esprit de ne pas arrêter le projet. Au contraire, c'est ça toute vime, m'attend. Mais tout, pas capable garder le silence face à une possibilité, parce qu'on a perdu 5 ans avec le président Martelly à cause des défauts de conception sur comment implémenter le projet. On ne peut pas courir le risque de mettre en péril ce projet-là aujourd'hui. Alors, selon il faut une vraie armée, pas une armée pour protéger la frontière, pour combattre la contrebande, etc. Mais il n'existe pas de la main jouette. Une armée est une armée. Tu peux avoir une armée de petite taille, mais les fonctions subséquentes, occasionnelles, accidentelles de l'armée sont incluses dans la conception de l'armée elle-même. Quand il y a un désastre à travers le monde, nous voyons tous les jours, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, quand il y a un désastre, c'est normal à ce que les militaires soient les premiers à être mobilisés. Quand nous faisons face à des désastres ici en Haïti, qui nous envoie-t-on en premier? Les militaires. Donc, je ne veux pas dire que j'ai entendu dire que nous voulons une armée avec Piquois et Wou. C'est un enfantillage. C'est un enfantillage. Si on devrait avoir une armée avec Wou et Piquois, c'est d'abord des techniciens qu'on aurait recrutés. Donc, il faut dire les choses exactement telles qu'elles sont, de telle sorte qu'il n'y ait pas de quiproquo et de telle sorte que nous puissions réunir les conditions d'appropriation de ce mouvement par la population. Nous ne pouvons pas en vase clos, construire quelque chose et penser que nous allons l'imposer à la population. Alors, selon vos colonels Mbérébu, il faudrait peut-être constituer l'état-major d'abord avant de recruter les soldats. Bon, je ne peux pas comprendre par quel canal on peut passer pour recruter des gens dans une armée sans qu'il y ait quelqu'un à prendre la responsabilité devant la nation de la gestion de cette structure. Il est évident que c'est pas On ne peut pas faire ça en cachette. On ne peut pas faire ça avec des questions non répondues. Parce que le commandement militaire, le principe de l'existence de l'armée, c'est le principe de la hiérarchie. Je vais obéir au nom de la loi à qui? Et qui prend la responsabilité devant la nation de la mise en place de cette structure? C'est une question technique qu'on ne peut pas contourner. Aujourd'hui, le président de la République ne veut pas s'ériger en tant que commandant-chef de l'armée. Le ministre de la Défense non plus. Donc, on ne peut ne pas être clair sur cette question. On ne peut pas faire l'économie de ces réponses. Il faut qu'il y ait des citoyens et des citoyennes appelés à assumer les responsabilités. Quand vous faites un recrutement, vous allez mettre des gens dans des baraques. Qui est responsable? Qui est responsable de la conception, de la préparation, de la mise en œuvre, de la vérification, de la supervision de la vérification? Qui est en charge de cette mission en continu? Il faut qu'il y ait des responsables. C'est parce qu'il manque. Il y a plein d'officiers. Je suis peut-être, très certainement, l'officier qui parle le plus en matière politique, en matière sur les questions de l'armée ou même sur les questions du sport. Mais il y a plein de techniciens. Si, par exemple, nous prenons le cas du sport, je suis peut-être le 20e élément à avoir étudié dans la même école en Espagne. J'ai choisi d'exploiter ces connaissances et de mettre ces connaissances au service de la nation. C'est que prendre un militaire qui peut être dans l'aviation, qui peut être dans l'infanterie, qui peut être dans la marine, mais ce n'est pas tous les officiers qui peuvent être des instructeurs. Être instructeur, faire le formatage conceptuel sur le papier de ce que cette personne civile aujourd'hui sera dans 3 mois et dans 6 mois, c'est un métier. On ne se l'invente pas un matin. Donc selon vous, est-ce qu'on pourrait faire appel peut-être à d'anciens officiers pour faire partie de cet état-major, Mbérébu? Bon, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Si vous faites un recrutement, vous avez déjà des instructeurs. Qui sont ces instructeurs? Si vous faites un recrutement dès ce lundi, vous avez déjà tout le dispositif pédagogique pour arriver à cette formation. Car ce que l'on doit savoir, la détérioration que nous avons connue sur le plan social aujourd'hui a un impact qu'il faut considérer sur la typologie des gens qui vont entrer dans cette institution. Et aussi sur la stratégie de reformatage. Parce que quand tu rentres dans l'armée, c'est pourquoi on prend toujours des jeunes dans l'armée. Généralement autour de 18-19 ans maximum. Pourquoi?
c'est parce que à cet âge, vous avez encore la possibilité de reformater l'individu psychologiquement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand au premier moment du recrutement, de l'entrée dans l'armée, on verrouille les individus pendant une période d'au moins 3 mois, de telle sorte que cet individu soit extrait du milieu social global et pour formater son esprit, son sentir. Quand tu rentres dans l'armée, on t'entraîne même à pouvoir respirer, à pouvoir identifier des odeurs. Je passe la même côté à voir au Chili. Il y a une odeur dans l'arrière, moi-même avant, nous ne pas sentir même bagaille. Parce qu'il y a un entraînement pour ça, ce n'est pas une plaisanterie. Et ça demande un temps pour arriver à ce résultat avant d'entrer dans les questions strictement militaires. Donc, ça demande du temps. Ça ne peut pas se faire à la va-vite. Pour moi, quand on prendrait des techniciens, je parle des ingénieurs, des agronomes, etc., qui peuvent avoir un âge supérieur, il faut les garder enfermés pendant au moins 3 mois pour pouvoir utiliser leur science après dans le cadre de fonctionnement de l'attitude militaire. Alors, quelle serait selon vous la bonne carburation? Donc, former l'état-major, après on fait les recrutements et prendre une pause, comme vous le dites, parce que la question de l'armée se pose. Il y a des gens qui disent, moi je veux une vraie armée. Absolument, mais moi je crois que ce qu'il y a là, ce sont des choses qui peuvent être aménagées très rapidement. Ce sont des conceptions. Par exemple, c'est mettre la charrue avant les bœufs. J'ai entendu le ministre, il a dit, ce n'est pas des officiers qui manquent, puisqu'il y a des gens qui ont travaillé sur le dossier. Mais ce que l'on doit savoir, le dossier est à la fois, comme je l'ai dit tantôt, politique et technique. Ce n'est pas forcément que les techniciens aient la capacité de faire l'implémentation politique. Or, si l'implémentation politique échoue, le projet tombe. Or, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre... Moi, j'ai entendu de nombreux sénateurs intervenir. Je crois que la position du Sénat est correcte. Ce qu'il faut faire, on ne peut pas non plus dédire le ministre. Donc, il faut que nous nous asseyions pour corriger ce qu'il y a lieu de corriger pour que le projet ne soit pas exposé. Il y a les secteurs de la communauté internationale qui se posent des questions, qui se demandent pourquoi il faut peut-être renforcer la police de constituer une armée maintenant. Quelle lecture faites-vous, Hinder Ebu? Ça, c'est un mensonge, et ils le savent. C'est une bonne blague, et ils le savent. Sinon, ils seraient venus en Haïti uniquement avec des policiers. Les fonctions, justement, on ne doit pas exposer la police, telle que l'armée a été exposée dans la gestion des 2 dossiers simultanément. L'un des motifs pour lesquels, en fait, les reproches les plus récurrents qu'on adresse à l'armée, c'est que l'armée a été, des militaires ont été souvent utilisés dans des tractations, dans une affaire de pourchasser des citoyens civils. Le militaire n'a absolument rien à voir dans la quotidienneté du citoyen. C'est une fonction stricte de la justice et de la police. Ce n'est pas la place du militaire. Mais quand vous ne mettez pas, justement, la force de police, c'est pourquoi à un moment, vous avez remarqué que les forces armées avaient pris la décision de donner une apparence physique de différence entre les militaires et les policiers. C'est à ce moment-là qu'on a conçu cette affaire de l'uniforme bleu et bleu ciel de la police. C'est parce que les gens de l'état-major s'étaient rendus compte que l'armée était trop exposée. Mais ce n'est pas le dessin, le maquillage qui a été fait, qui a résolu le problème de fond. Parce que l'entraînement militaire est un entraînement et l'orientation de la police, c'est une autre question. Donc, si on se met en tête qu'on pourrait utiliser la police à la place de l'armée, on va exposer la police à la même situation où l'armée était exposée elle-même. Donc, selon vous, cette explication ne tient pas la route? Non, ça ne tient pas la route. Naturellement, l'international, à mon sens, suivant mon analyse, a 2 inquiétudes. Premièrement, tout le monde a en mémoire l'image que l'armée que nous avions antérieurement avait, vrai ou faux, image créée ou pas, mais de la conscience des gens, il y a une perception que les gens avaient de l'armée, tant sur le plan interne que sur le plan externe. Est-ce que cette image-là a été créée par une propagande anti-armée?
Il faudrait peut-être répondre à cette question. Mais l'image existe, on ne peut pas l'ignorer. Donc, il y a une inquiétude. Et généralement, les questions qui se posent, est-ce qu'on ne va pas avoir une armée de coup d'État? Ça, c'est la critique la plus facile, la plus rapide, et qui va faire impact le plus rapidement possible. Les dirigeants ont le devoir de répondre à cette question. Des gens doivent prendre des responsabilités par rapport à cette question. Deuxièmement, l'international a des intérêts contraires à l'existence d'une surveillance militaire sur le territoire national. Et je parle d'intérêts crapuleux. On n'est pas sans savoir que précédant l'occupation américaine, des Marines ont débarqué en Haïti, ont été à la Banque nationale et ont emporté le coffre. On n'est pas sans savoir que certaines structures internationales s'amusent à creuser la terre en Haïti, à mettre ça dans des conteneurs et à partir avec. Ils savent très bien que la police n'est ni organisée mentalement et mécaniquement pour prévenir ce genre de situation. Donc, il y a des intérêts géostratégiques qui ne voudraient pas qu'il y ait une armée en Haïti. Il y a des intérêts géostratégiques qui ne voudraient pas que nous utilisions la force du vent qu'il y a dans le canal du vent pour produire de l'électricité. C'est contraire à certains intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts géostratégiques qui vont se battre contre Haïti pour que nous n'exploitions pas ce que nous avons comme pétrole dans notre sous-sol. On va vous monter une propagande pour vous dire que nous n'avons rien dans notre sous-sol, que nous n'avons absolument rien. Parce qu'il y a certains pays qui ont décidé que ces éléments-là font partie de leurs réserves stratégiques. Allez demander pourquoi vraiment le président estimé a été déjouqué le 10 mai 1950 après la belle réalisation de l'exposition universelle. C'est parce que ce seul mouvement avait introduit le tourisme dans la Caraïbe. Allez vous demander quelles sont les vraies raisons de la chute du président Jean-Claude Duvalier. Car en 1970, quand on a commencé à faire des prospections dans les eaux territoriales haïtiennes sur la question du pétrole, et automatiquement, le gouvernement a commencé à avoir des problèmes et des difficultés. Maintenant, mais généralement, qu'est-ce qu'on utilise? Les propres faiblesses organisationnelles et fonctionnelles du pouvoir. On ne va jamais inventer des choses. On va exploiter des erreurs, des fautes que vous commettez et agrandir ces erreurs et ces fautes et les utiliser comme bouclier contre la réalisation des actions qui iraient dans le sens de l'intérêt national. Alors, colonel Rébu, donc pour récapituler concernant le dossier de l'armée, donc selon vous, il faut prendre une pause et pour redémarrer? Une pause qui peut être une pause de 2 jours, de 3 jours, parce qu'il y a un reformatage à faire. Là où l'on va commencer, j'ai la totale conviction, tant sur le plan technique que sur le plan politique, et par rapport à ma conscience de citoyen, qu'on va droit dans le mur avec cette manière d'opérer. Donc il faut apporter immédiatement des modifications sur le concept stratégique. Il faut apporter une modification essentielle sur la communication autour de cette question. La MINUSTAH s'en va en septembre. Est-ce que vous m'aviez dit avant que vous étiez préoccupé? Est-ce que vous l'êtes davantage aujourd'hui, M. Rébu? Bien sûr que je suis préoccupé. Parce que quand on vous crée un vide et que vous pensez pouvoir faire face à ce vide dans l'affolement ou dans la précipitation, vous ne pouvez aller que vers le désastre. C'est une réalité que la MINUSTAH s'en va. On peut trouver des solutions intermédiaires, mais mon Dieu, est-ce que nous allons avoir une force? Il y a une grande erreur qui a été commise, un mot de trop qui a été dit sur le matériel et l'équipement. Si nous avions bien fait ce que nous avions à faire, nous aurons réuni des conditions pour pouvoir équiper. Parce qu'il ne suffit pas d'entraîner des hommes. D'ailleurs, on n'entraîne jamais un soldat en dessous de 6 mois. Jamais. Il n'existe pas de formule d'avoir un soldat, je vous dis un soldat, je ne vous parle pas d'officier, en moins de 6 mois de formation. Impossible. Impossible sur le plan technique. Ensuite, ce jeune soldat ne doit pas tomber dans un vide. Il faut qu'il soit entouré.
par des officiers, par des sous-officiers. Donc, les premières choses à préparer, c'est les officiers qui peuvent d'abord penser la chose, qui peuvent encadrer la chose, et les sous-officiers qui vont encadrer ces soldats. Mais si nous nous mettons aujourd'hui avec de visibles soldats, quel est le métier du soldat? Le métier du soldat n'est pas de cultiver la terre. Docteur Tuxovo, la police nationale est en mesure de garantir la sécurité à travers tout le pays, toute seule, après le départ de la MINUSTAH au mois de septembre? Toutes les expériences qui ont été faites au cours de ces 20 dernières années ont toujours prouvé que la police nationale a la totale capacité d'accomplir les tâches policières qui lui sont assignées. Cependant, il a toujours été prouvé aussi que face à une situation de feu, la police nationale n'a aucune capacité, parce qu'elle n'a pas l'entraînement pour ça, de faire face à une situation armée. On se souvient tout ce qui s'est passé. La police nationale n'est pas une entité guerrière, n'a pas l'entraînement pour la guerre, n'a pas l'entraînement pour faire face à des situations armées compliquées. On a en mémoire tout ce qui s'est passé avec tous les mouvements qu'on a connus, notamment avec l'opération Bagdad, les incursions du sénateur Guy Philippe. La police n'est pas faite pour résister à ce genre de pression. Elle n'est pas faite pour ça, tout simplement. Donc, croire qu'on peut assigner des tâches d'armée à la police, c'est une erreur. Alors, quoi faire? Parce que les militaires des Nations Unies, ils commencent à partir au mois de septembre. Et tous les militaires vont partir, mais quoi faire? Il y a une réalité. Quoi qu'on dise à propos du phénomène de l'insécurité en Haïti, nous restons encore un peuple extrêmement tranquille. Quand on prend l'état de difficulté au quotidien auquel la société est soumise, de ses couches les plus faibles, les plus vulnérables sur le plan économique, sur le plan social. Mais Haïti aurait dû être une chaudière en effervescence. Ce n'est pas le cas. C'est une population qui est soumise à une situation de vie au quotidien extrêmement difficile, tant dans les espaces urbains que dans les espaces ruraux. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on a des désordres énormes. Donc, il y a cette manière de concevoir la vie et de vivre la vie au quotidien qui est un appendice qui peut nous permettre d'avoir le temps de faire ce qu'il nous faut faire. Mais c'est évident qu'on a... Pour moi, la MINUSTAH, les forces militaires de la MINUSTAH ont été plus une force de stabilisation politique. Sinon, ils auraient créé les conditions pour qu'on ait déjà une force de remplacement. Mais ils se sont cantonnés parce que finalement, la MINUSTAH a fait un good job en Haïti. Pour ses ressortissants, pour ses membres, Haïti a été une soupape financière extrêmement importante pour les gens composant la MINUSTAH, au nom d'Haïti, au détriment d'Haïti. Et il y a la réalité politique aussi. Il y a des pays qui se sont retrouvés totalement dans l'étonnement de se retrouver en Haïti avec une arme. Parce que c'est nous qui avons pris les mains des citoyens de ces pays-là pour les conduire à l'indépendance et à l'existence politique. Ils n'ont jamais été à l'aise. Ils ont toujours été étonnés. Et il y a une très grande précaution à prendre aussi. Moi, je ne suggérerais pas qu'on transite la nouvelle armée à travers certaines structures sud-américaines. Parce qu'il y a les scories qui viennent avec. Si on prend l'histoire de ceux-là qui ont étudié en Amérique latine jusqu'à aujourd'hui, si on fait l'inventaire, ça n'a pas apporté que du positif. Ce qu'il y avait avant, quand les officiers partaient étudier en Amérique du Sud, ils revenaient, ils étaient tout de suite pris en charge par l'armée pour un moment de reformatage. Et ils étaient tombés automatiquement sous le coup des règlements de la justice militaire, de la discipline militaire. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Il y a beaucoup de scandales qu'on est en train de vivre aujourd'hui qui ont leur racine dans les contacts de certains étudiants avec certains officiers de l'Amérique latine. Donc, il faut qu'on fasse attention parce que à un certain moment donné de la durée, la police était infestée de gens qui étaient dans le corps et qui ne servaient qu'à protéger les trafics.
nous en sommes arrivés à payer les conséquences il y a 2 mois, 3 mois, et au plus haut niveau. Donc, je ne peux pas tout dire publiquement parce que j'ai une responsabilité, plus un devoir de réserve en tant qu'officier de l'armée et en tant que politique. Je ne peux pas tout dire publiquement, mais il y a des précautions à prendre. Car la première petite tâche qui tombe sur cette institution la démobilise immédiatement. Alors pour terminer, colonel Himmler Rébu, votre lecture de la situation politique actuelle? Bon, je suis inquiet par rapport à l'orientation prise par le pouvoir du président Jovenel Moïse. Le premier sentiment qu'on a, c'est qu'on est toujours en campagne. On fait des promesses. La réalité qu'on vit, on tourne autour de projets dont on ne connaît pas très bien les tenants et les aboutissants, qui se retrouvent dans le siège des rêves ou des promesses. On l'a beaucoup dit, et le président se trouve être aujourd'hui le premier major-jon de ces plans. Je crois que politiquement, c'est un risque énorme. C'est un risque énorme, car le président étant la cheville ouvrière de la pensée et de l'action sur le terrain, il devient automatiquement comptable des résultats. Si les résultats ne viennent pas dans 6 mois, dans 1 an, le président de la République n'a pas de fusible, il n'a pas de recul. C'est la première personne impliquée. Je comprends bien qu'il souffre du syndrome de la campagne longue qu'il a dû subir. Donc, il a en tête, il a dans son gestuel l'attitude du candidat, celui qui veut convaincre, qui veut être là, qui veut être partout. Et j'ai même entendu dire qu'il s'est déplacé pour aller inaugurer un sous-commissariat. Il y a un problème. Où est le Premier ministre? Où sont les ministres? Quand ça foire au niveau gouvernemental, le président peut provoquer un remaniement ministériel. Mais il n'y a pas de remaniement ministériel pour le président parce qu'il a un mandat de 5 ans. Et il ne faut pas croire non plus qu'en assumant toutes ces charges, qu'on va pouvoir tolérer un échec permanent d'année en année pendant 5 ans. Il est évident que le président a été un petit peu coincé pour démarrer sa première mi-temps. Mais il doit, au moment où nous en sommes, faire une évaluation pour se demander est-ce qu'il est dans le bon chemin. Moi, je n'ai pas vu ses plans, donc je ne veux pas les critiquer. Mais je peux dire que je ne suis pas rassuré quant à la méthode. Est-ce qu'il faut aborder la question de l'agriculture? Évidemment. Est-ce qu'il faut aborder la question de la vie au niveau des communes intérieures? Absolument. Mais le président, il aura beau être un grand terminateur, il ne peut pas être partout en même temps. Donc, il faut déléguer au niveau des ministres, de la primature au niveau des ministres, et il faut déléguer même au niveau des communes. Parce que qui trop embrasse, mal étreint. Or, il se trouve aussi que le président on a le sentiment que le président est en train d'aujourd'hui de faire lui-même la gestion de tout ce qui a été mal fait pendant les 5, 10, 15 dernières années. C'est une société où on a un petit éclatement un peu partout, au niveau de l'université, au niveau du travail, au niveau de la relation entre les patrons et les ouvriers. Il y a des problèmes au niveau des institutions de l'État. On a vu ce qu'on vient d'endurer avec l'OAVCT. Les germes de ces mêmes problèmes-là sont un peu partout dans l'administration. Donc, moi, je pense que la première tâche qui aurait dû être celle du gouvernement, c'était rentrer dans les institutions de l'État et mettre de l'ordre pour permettre à la machine. Le gouvernement, le président, le système politique est face aussi à une réalité de la conception que les parlementaires ont de leurs fonctions. Quand ils veulent résoudre tous les problèmes de leurs promesses de campagne en ceinturant l'administration. Ça met mal à l'aise le Premier ministre, ça met mal à l'aise le président. Ça crée des difficultés énormes pour faire démarrer positivement la machine. Mais rien ne dit qu'un parlementaire est obligé de mettre en place quelqu'un qui n'a pas la qualification. C'est toujours un monde qui met un monde côté en Haïti. Mais on crée des conditions pour que quand cette personne arrive, que ce soit la bonne personne à la bonne place. Maintenant, le président est obligé de faire face à toutes les manifestations au quotidien. Mais ce n'est pas lui qui a créé cette situation. Mais parce qu'il est devenu président, il est obligé d'en faire la gestion.
Or, quand le président est partout dans ses programmes de caravane, quand est-ce qu'il a le temps de réfléchir à l'opérationnalisation stratégique du pouvoir? On est déjà en Haïti aujourd'hui, en 2017, comme en 2021, où on connaît déjà près d'une dizaine de candidats à la présidence qui ne se préoccupent que de la mise en place pour l'aboutissement de leur candidature. À 6 mois d'un quinquennat, c'est lamentable. C'est lamentable. Il faut que l'on sorte de ce piège. Ceux-là qui ont des ambitions présidentielles, normal qu'ils doivent commencer à se préparer. Mais le pouvoir a un devoir de résultat. Le pouvoir doit justement, si le pouvoir a l'intention de se recrier, de se donner une nouvelle existence politique, le pouvoir n'est pas l'opposition, le pouvoir n'est pas le bonhomme qui est dans la rue qui voudrait devenir président ou sénateur, etc. Le pouvoir a un devoir de résultat. Or, le chemin qui est pris là ne peut pas garantir les résultats. Parce que, écoute, comment résoudre les problèmes du quotidien liés à la désorganisation sociale en même temps qu'on doit produire un résultat? Donc, moi, je crois qu'il y a un reformatage à faire, il y a une pensée nouvelle à avoir, que le président fasse son travail de président, que le premier ministre fasse son travail de ministre, que les ministres aient la responsabilité de leur charge et qu'ils rendent compte à la nation. On ne peut pas tout, le président ne peut pas tout absorber. S'il continue à le faire, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut traverser une année au pouvoir dans la tranquillité, dans la productivité. Merci beaucoup, colonel Himmler Reibu, d'avoir été le invité à notre émission aujourd'hui pour parler de la question de l'armée, aussi de la situation politique globale. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie et nous souhaitons, je ne suis pas un destructeur, mais c'est certain que je ne serai jamais un citoyen qui voit venir un danger sur mon pays et qui ne tire la sonnette d'alarme. Et j'ai entendu une bonne blague, et comme je te l'avais dit tantôt avec Valérie, quelqu'un qui avait cité mon nom, et Valérie dit « Ah, ça sont mon capteur pour colonel. J'ai atteint l'âge de grâce de 66 ans. Si je dis à je chercher job, donc je parle en pile parce que j'ai besoin de job, c'est que j'aurais raté toute ma vie et je ne vais pas comme pour me vouer de job ça. Je veux avoir ma tranquillité comme citoyen, mais je veux être en paix avec ma conscience de technicien, de citoyens et de patriotes haïtiens. Et comme je considère, je continue de dire cette bêtise, comme je considère que ce pouvoir qui est là irait peut-être dans le sens de ma perception idéologique du pouvoir, n'importe quel échec qu'il aurait représenterait un échec émotionnel et sentimental pour moi en tant qu'individu. Car il ne faut pas une place dans un gouvernement pour défendre une ligne idéologique, une ligne stratégique. Je sais que ceux qui est en face et qui critiquent n'a pas donné mieux pendant les 20 dernières années. Donc, si on peut sauver ça, reformater ça, et pour sauver, pour avoir des résultats là, je n'ai pas besoin d'aller au désastre déjà connu, déjà vécu. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Comme annoncé, Madame Savannah Savary est l'invitée à notre émission aujourd'hui. Exceptionnellement, on va parler d'un ouvrage qui fait l'actualité, Miel et Rapadeau. Madame Savary, bonsoir. Bonsoir Rothschild, heureuse d'être à RFM cet après-midi. Alors, Miel et Rapadeau, parlez-nous quand même du contexte dans lequel vous avez décidé d'écrire cet ouvrage. Alors, est-ce qu'on peut le catégoriser? C'est un roman? C'est quoi cet ouvrage? Je suis une passionnée d'histoire, et particulièrement d'histoire coloniale. Et certainement, dans le Creuset saint-domingois, riche en événements, j'ai trouvé l'inspiration pour exposer cette tranche de notre vie de peuple. Puisque Saint-Domingue est le creuset de Haïti d'aujourd'hui, de cette société haïtienne. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur des merveilles d'informations. Et quel meilleur moyen de les exposer au public que d'écrire l'amour, sous toutes ses formes. L'amour passion, l'amour vrai, l'amour débandade, l'amour turbulence. Exposer cette luxure, exposer cette débauche que chantent les poètes de l'époque. Et j'ai grandi sur une ancienne habitation, comme on les appelle, qui date de la colonie française de Saint-Domingue,
j'ai toujours été très proche de cette terre. Et les thèmes développés, les aboutissements sont toujours en faveur de la passion, contre la raison. Les rapports sexuels où les deux partenaires sont d'accord. Les rapports sexuels entre un maître et son esclave, qui sont deux ennemis en fait, donc les rapports sont forcés, ils ne sont pas consensuels. Et cette nature qui revient, cette nature insolente de beauté, comme je dis, cette nature décrite, les espèces endémiques à Haïti par le célèbre Descourtils, qui nous a laissé des livres sur la nature de cette île. Et ma fille dit toujours, plus romantique que ma mère, on meurt. Donc, après tant d'années de recherche, tout naturellement, j'ai voulu écrire l'amour à Saint-Domingue. Ces amours qui laissent parfois sans voix parce qu'elles vont contre l'intérêt de chacun, mais finalement, il se résigne à tomber dans les bras d'Eros. Donc c'est un peu ce que vous décrivez dans cet ouvrage. Je vous dis que vous avez fait beaucoup de recherches. Oui, cet ouvrage est un aboutissement. J'ai fait 3 ans à écrire La page à l'envers, qui est mon roman à paraître. Et Mialera Padou, c'est sous l'insistance de Max Chauvette. Savannah, tu dois être à l'Ivan Folie, ce roman fleuve. J'ai dit, bon Max, nous allons sortir un recueil de nouvelles historico-érotiques pour Livre en Folie. Quand je dis nous, les éditions du Panard des Dieux et Savannah Savary. Et là, je remercie Anaïs Chavenet, qui a été extraordinaire dans la correction de Mialera Padou, et tous ceux qui ont cru en cette Saint-Domingue que nous faisons revivre, cette Saint-Domingue qui est, je peux dire, la source de notre histoire riche, de notre culture extraordinaire, Saint-Domingue de tous les impossibles, Saint-Domingue Oni maudite. On ne change pas l'histoire. Et là, j'espère que les mordus d'histoire, ainsi que ceux qui aiment l'amour, trouveront leur part dans Mialera Padou. Quand même, c'est la première fois qu'on tente une expérience pareille, publier un ouvrage sur cet aspect de Saint-Domingue, c'était la brutalité. Donc là, maintenant, vous parlez d'amour, d'histoire érotique, Savannah Savary. Oui, je pense que ce serait une première pour la littérature haïtienne et bon, ça a été assez osé de ma part. J'espère avoir réussi le pari. J'espère que mes lecteurs donneront leur opinion sur ce livre. Ce livre qui transmet ces souffles qui ont habité les nuits saint-domingoises, les clairières en plein jour, où le colon, les créoles, la mulâtresse, la carteronne, les gens de couleur, comme on les appelait, l'esclave venu d'Afrique, le créole né dans la colonie, bon, les bossales, cette fusion de toutes ces passions qui ont dépassé l'aspect brutal de l'esclavage, comme j'ai dit, que ce soit dans des rapports consensuels ou forcés, pour former notre société haïtienne riche en mélange. Il faut que nous l'acceptions au lieu, je peux dire que c'est un appel aussi à ce que finalement nous comprenions que nous sommes un, malgré tous ces chemins brutaux, cette violence qui nous a amenés à la société que nous formons aujourd'hui, une société épidermique tellement diversifiée. L'Amérique, l'Afrique, l'Europe se sont rencontrés, nous sommes uniques en ce monde. Donc il y a cet appel aussi un appel à permettre la régénérescence, à faire la régénérescence de cette nature. Les sites sont décrits avec, ce sont des descriptions d'après ceux qui me lisent, extraordinaires, où il suffirait d'un souffle pour que la personne s'y trouve. C'est un appel à régénérer notre environnement, puisque mes recherches ont permis de mettre en lumière des variétés, la faune, la flore disparues aujourd'hui, des animaux qui ne sont plus, comme les casques,
Donc, le lecteur va à la découverte en lisant Mialira Padou. Alors, donc vous parlez quand même de cette société. Ce sont des rapports un peu complexes entre le colon, l'esclave, etc. Donc, c'est très complexe comme rapport. Bon, la société saint-domingoise était particulière en ce sens que l'esclavage était justifié seulement par la couleur de la peau, le blanc, le noir. Et, bon, nous n'allons pas... j'ai écrit là-dessus aux Nouvellistes déjà. C'était une société où, fragmentée par la couleur de la peau. Sauf que, comme dans certains passages de Mialira Padou, je l'ai mis en évidence, des plantations passaient aux mains des mulâtres tout simplement parce que le père avait eu des relations avec son esclave. Donc, esclavage ou pas, le côté humain, le côté passionnel n'a pas pu empêcher comment dirais-je, n'a pas pu empêcher ce résultat que nous avons aujourd'hui. Une société tout à fait différente et unique où ce croisement des races a produit Haïti aujourd'hui. Nous devons, au lieu de l'utiliser comme un instrument de scission, nous devons l'utiliser au contraire pour entrer en nous-mêmes et dire nous sommes un malgré ces clivages et partir sur des bases différentes. Parce que nous l'avons entendu récemment, nègre en haut, nègre en bas, Dessalines, Pétion, où ça nous mène-t-il? Donc, c'est aussi un appel pathétique à une autre Haïti. Donc, il y a des femmes qui étaient prisées, je peux dire, pendant les colonies, dans la société saint-domingoise? Mais certainement. Les femmes de couleur étaient prisées par les Blancs. Et les esclaves, lorsqu'ils descendaient, alors que je dis les esclaves, je parle plutôt des marrons, lorsqu'ils descendaient, brûlaient, pillaient, lorsqu'ils revenaient avec une femme de couleur, cette partie blanche capturée en cette femme était comme une revanche sur leur maître, puisqu'ils possédaient cette femme. Et il y a plein d'histoires dans Mialira Padou, je crois, il y a plein de passages plutôt dans Mialira Padou qui parlent de ces rapports. Nous avons 5 nouvelles historico-érotiques. La première, c'est L'amour n'existe que la nuit, où une blanche est justement amoureuse d'hommes de couleur, un mulâtre d'abord et un carteron ensuite. Et elle doit choisir entre la passion ou l'amour, et elle ne fait peut-être même pas la différence. Et son père lui dit, mais il ne faut pas. Je peux t'envoyer en France, tu peux épouser qui tu veux, mais pourquoi est-ce que tu veux d'un homme de couleur? Sauf que l'homme de couleur en question était un milicien et qu'à l'époque déjà, les forces en présence se manifestaient pour conquérir certains intérêts. La deuxième nouvelle, c'est Mialira Padou. Mialira Padou, c'est l'histoire de 2 jeunes femmes, Fleurette et Amandine. Fleurette est claire de peau, une grimelle comme nous les appelons aujourd'hui, et Amandine est de la couleur du rapadou, c'est une mulâtresse. Elles sont le fruit des amours d'un colon avec 2 esclaves et elles fuient l'habitation de leur père parce que leur frère veut les coucher. Et là, elles se retrouvent en plein Cap François, Cap français. Le lecteur va se promener dans le Paris de Saint-Domingue de l'époque, on est en 1778. Et il y a cherché la vie, comme on dit. Alors, je dois préciser qu'il y a beaucoup de termes créoles dans Mialira Padou. Et en bas de page, la traduction pour ceux qui lisent seulement le français. Et ces femmes sont absolument décidées à réussir. Et Fleurette devient la première madame du Cap français. Là encore, lorsque la révolte est près d'éclater, parce que quand je dis la révolte, lorsque les esclaves fuient et deviennent des marrons dans les bois et descendent pour piller, ça dérange ceux qui ont des affaires qui marchent au Cap français. Donc là encore, les intérêts de chacun. Zomanga est la nouvelle où les parties historiques sont les plus développées. C'est l'histoire des nègres qui se font marrons et qui rejoignent les docos du Baorico en partie espagnol. Et la France a dû parlementer à travers le gouverneur de Bellecombe
pour la grande horreur des officiers de l'époque, a dû parlementer avec les marrons parce qu'ils ne contrôlaient plus les marrons qui descendaient, qui pillaient et qui empêchaient à la colonie de fonctionner. Ils ont voulu acheter l'esclavage. Ils n'ont pas réussi. Et là, nous rejoignons des chefs marrons peu connus, Gillot, Hyacinthe, Santiago. Et le personnage principal est Zomanga. Et là encore, les amours turbulents de Zomanga. Il y a Ifam qui est c'est un accident de l'esclavage puisqu'elle est maghrébine. Et je ne vais pas tout révéler, certainement. Nous allons après à Café, Luxure et Esclavage. C'est l'histoire d'un nègre qui a utilisé comme étalon par sa maîtresse pour engrosser les esclaves pour avoir de beaux créoles. Et il est aussi la chose de la maîtresse lorsqu'elle célèbre le dieu café, puisque nous sommes sur une plantation de café, et elle offre Jibad à ses amis. Et Jibad décide de se faire marron. Là, nous allons dans les grottes où demeuraient, les derniers taïnos. Chaîne et passion, c'est l'histoire d'une maîtresse qui est amoureuse de son esclave. Justement, on parle souvent des blancs qui couchaient les négresses, mais très rarement on a parlé de ces rapports consensuels entre la maîtresse et son esclave. Donc, l'aspect érotique est certainement très puissant dans ce livre, mais je veux préciser que l'histoire aussi est proéminente dans ce livre. Des informations vont être à la disposition du lecteur. Quand même, Saint-Domingue a été, à cette époque, 1778-1791, c'était l'apogée de la colonie française de Saint-Domingue, la perle des Antilles. On ne peut pas refaire l'histoire, c'est ce que c'était. Et à la veille de cette révolution qui va nous amener à l'indépendance. Est-ce que vous touchez aussi le rôle joué quand même par les travailleuses de sexe qui venaient de Paris, qui étaient dans cette société saint-domingoise? Non, par contre, je parle de ces Françaises qui venaient et qui mettaient sur le compte de la nature luxuriante, de la chaleur, tous ces besoins qui les envahissaient et qu'elles satisfaisaient d'ailleurs sans complexe et sans remords. La passion régnait à Saint-Domingue. D'ailleurs, c'est connu. Les écrivains l'ont dit. C'était le lupanar des dieux, Saint-Domingue. Dans ce livre, à partir de ces recherches, vous avez pu produire cet ouvrage. Quand même, comme je disais tout à l'heure, je vais dire du jamais vu. Quand même, c'est un essai, quoi, je peux dire. C'est une première. Ce serait une première pour la littérature haïtienne. Et j'ai eu l'immense honneur d'avoir Franck Etienne écrire la préface de ce livre. Et si je puis me permettre, si tu veux lire. Vas-y, non, j'aurais préféré que tu lises. Oui, y aller. Franck Etienne a écrit « J'affirme sans complaisance que l'œuvre de Savannah Savary va grandement contribuer à renverser de vieilles murailles académiques et à ouvrir ainsi une nouvelle voie littéraire où l'écriture surgira spontanément, sans masque, sans tricherie, sans hypocrisie ni faux semblant, comme une fabuleuse quête de liberté, d'absolu, d'imprédictible et d'intangible. » C'est ce qu'écrit Franck Etienne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous lire une partie de cet ouvrage? Zomanga, page 167. Janine aimait le nègre depuis son adolescence dans ce pays toujours chaud, aiguisant les sens et ne pouvait s'adonner ouvertement à son dangereux penchant. Zomanga savait exploiter cet avantage. Son charme chavirait même les esclaves femelles de l'habitation. Elle aimait ses manières brusques et, dans un recul érotique qui enflammait sa cervelle, devenait spectatrice de leurs ébats, les paumes noires sur sa chair laiteuse. Zomanga, est-ce qu'on peut dire que ce sont des personnages d'appoint ou les noms d'appoint ou... Avant d'écrire, je demande toujours à ces personnages que j'ai le plaisir et l'honneur de servir par ma plume de me pardonner.
Je pense que ce n'est sûrement pas un hasard qu'il soit venu sous ma plume. En écrivant, certainement, nous sommes Dieu. Mais souvent, le roman devient réalité par la vie que nous lui insufflons. Et comme je dis, la majorité de ces personnages ont existé. J'ai gardé les noms de certains, d'autres ont été changés. Est-ce que vous comptez aller plus loin dans vos recherches après la société saint-domingoise, après l'indépendance? Est-ce que vous comptez faire ça, Savannah Savary? La page à l'envers, qui est un roman de 2 tomes, chacun de 500 pages, est déjà terminé. Il est en correction à Communication Plus. Et le 2e recueil de nouvelles historico-érotiques est commencé. Donc, à part l'écriture, je peux dire, au journal Le Nouvelliste, environnement, société, culture et politique, ma passion, c'est cette époque coloniale et c'est tout un plaisir que de l'écrire, de le dire, pour mettre à nu cette plaie qu'a constituée Saint-Domingue. Alors, le livre après la vente signature, donc ça sera en librairie? Le livre est déjà en librairie, il est à 1500 gourdes et il sera disponible aussi sur Amazon pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, qui sont à l'extérieur. Et déjà, je vous remercie de l'attention que vous donnerez à Miel et Rapadou. Merci beaucoup, Savannah Savary, et un compliment quand même pour la sortie de cet ouvrage. Merci. Merci Rothschild, c'est un plaisir. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu 3 invités aujourd'hui. Le ministre de la Défense, Hervé Denis, le colonel Himmler Rebu et l'écrivain Savannah Savary qui nous a parlé de son ouvrage intitulé Miel et Rapadou. La rediffusion de cette émission est à 4h et à 9h sur RFM 54.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.